Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis tout de noir vêtu, un cœur noir, dans cette Afrique noire qui est plongée dans le noir. Les frontières sont les cicatrices de l'histoire et de la colonisation, nous dit un proverbe. Mais lorsque nous voyons ce qui se passe actuellement dans le continent africain, ou particulièrement en Afrique du Sud, c'est toute l'Afrique entière qui voulait que les Noirs de ce pays-là sortent du joug de l'apartheid, de la tyrannie, de la maltraitance, de la brimade, de la barbarie, de la domination des Blancs. Mais malheureusement, comme il est souvent constaté, l'esclave qu'on libère peut se transformer lui-même en tyran. Et depuis un certain temps, on a constaté que les migrants africains qui vont en Afrique du Sud deviennent tout de suite des gibiers, des prétextes qu'on prend en chasse parce qu'étant considérés comme des endoparasites qui viennent plutôt les ruiner. Cette xénophobie fait mal en ce moment en Afrique où on constate partout dans beaucoup d'autres pays des comportements revanchards par rapport aux brimades que les ressortissants de pays subsahariens subissent au niveau de l'Afrique du Sud, où on parle quand même d'une dizaine de morts. Soit dit en passant, les Africains subsahariens qui sont, selon les statistiques, sont au nombre d'1,6 million personnes qui sont donc en danger. Et dans tout cela, que disent les dirigeants de cette Afrique, en dehors de Paul Kagame ou encore deux autres dirigeants anglophones, et aussi un seul francophone, à savoir Félix Tshisekedi, personne ne prend position, comme si de rien n'était, dans cette guerre, dans cette vraie guerre de frères qui est en train de se passer. Hier soir, le chef d'État du Cameroun, Paul Biya, le doyen d'âge, haut de ses 87 ans, haut de ses 37 ans de règne, et qui se dit le sage et panafricaniste, a fait un discours où il n'a même pas évoqué en un seul instant, ne serait-ce que le problème que traverse l'Afrique du Sud, où des ressortissants camerounais sont actuellement pris dans les taux parce qu'ils sont aux environs de 4500, qui sont dans le désespoir, comme beaucoup d'autres. Pas un mot. C'est Paul Kagame qui a décidé d'ailleurs aujourd'hui de faire une autre déclaration, de proposer que l'Afrique du Sud soit exclue de l'Union africaine. C'est Paul Kagame qui également, lorsque les Africains subsahariens, le scandale a éclaté par un reportage de CNN, où on a découvert, parce que de toutes les façons, ce n'était pas une découverte, tout le monde le savait, que les Noirs étaient des esclaves en Libye. Suite à ce reportage qui a fait un véritable tollé, Paul Kagame avait pris sur lui l'engagement d'accueillir ceux des Africains, femmes, enfants, orphelins, qui étaient maintenus en otage en Libye, de les accueillir au Rwanda, où il a déjà d'ailleurs accueilli 150 000 réfugiés congolais.
Kagame s'est engagé à accueillir sur les 42 000 Africains qui sont actuellement en otage en Libye. Il se propose d'accueillir 30 000 et donc 500 par vague. Les premiers vont y arriver et vont bénéficier d'un traitement adéquat. C'est ce qu'on appelle un panafricaniste. C'est ce qu'on appelle un dirigeant. C'est ce qu'on appelle un responsable qui comprend que les Africains doivent s'aider et doivent avoir cette solidarité. Mais Paul Biya n'a pas osé prononcer un mot. Tout comme en 2016, les Camerounais, les Sénégalais ont été pris à partie, et même les Congolais et d'autres ressortissants de l'Afrique noire, disais-je, ont été pris à partie quand ils étaient en Algérie. 1400 ont été jetés dans le désert. Les Camerounais pleuraient. C'est le président nigérien qui a décidé plutôt d'aller les accueillir, d'aller prendre certaines personnes qui mouraient dans le désert avec des enfants. Paul Biya, l'homme qui a mis 37 ans au pouvoir, n'a pas osé dire, même pas rappeler, ne serait-ce que l'ambassadeur de l'Algérie, pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà donc un président qu'on dit qu'il est le plus panafricaniste, le seul qui n'a jamais condamné le franc CFA, le seul qui chaque fois, on arrête un Tchadien, on arrête un Malien, on arrête n'importe qui de n'importe quel pays, on passe avec lui au niveau de l'ambassade du Cameroun à Paris, eh bien on lui fait directement un laisser passer pour qu'il soit rapatrié. Parce que lui, c'est le chef de comptoir colonial de la France. Hier soir, il a donc fait un discours qu'on croyait historique, qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, et donc qui s'est révélé comme une véritable coquille vide, un emballage de haute tromperie, parce que déjà, ce discours devait passer le samedi. Et Paul Biya, ayant constaté que les Camerounais de la diaspora étaient en train de manifester devant le Parlement européen à Bruxelles, a vu que son discours allait être noyé. Et par ailleurs, il y avait aussi le procès du professeur Maurice Kamto. Tous ces événements ont fait qu'il renvoie et la CRTV et Cameroun Tribune. Ceux qui ont regardé la télévision hier soir ont vu le mensonge d'un père qui continue une fois de plus à nier les évidences. Premier mensonge, le discours à la CRTV s'écrit en direct. Or, Paul Biya n'a jamais fait un discours en direct. C'est une faute professionnelle parce que c'est un mensonge d'État. Le discours a été enregistré. Il a été coupé, monté. Et on vient servir aux Camerounais quelque chose de réchauffé à 20 heures. Aucune télévision au monde n'a le droit de mettre sur un élément enregistré direct. Ce n'était donc pas en direct. Mais comme d'habitude, Paul Biya aime mentir avec son instrument, son tam-tam de propagande qu'on appelle la CRTV, qui nous allons fait avaler cette belle grosse pilule amère acide pour nous faire croire que c'était un discours en direct. C'était faux. Et le deuxième faux, c'était que bien évidemment, après qu'il ait été surchargé de tous ces remontants, pour qu'il puisse se tenir et vouloir montrer aux Camerounais qu'il est en bonne santé, on lui a placé un prompteur devant. C'est-à-dire que, voilà un père qui lisait parce que Paul Biya n'a pas les capacités de retenir
et d'agencer 5 phrases. Je voulais dire 2 phrases. C'est impossible. Donc, le prompteur est devant. On défile, il lit. C'est pas comme chez moi là. Moi, j'ai pas de prompteur. J'ai dit ce que je veux, ce que je pense, parce que cela me vient du fond du cœur. Ce que Paul Biya dit vient d'un certain magma de ramassis de mensonges colportés, agencés par ces soi-disant communicants qui d'ailleurs ne savent pas communiquer parce que ce qu'il a eu à dire, il aurait mieux fait de se taire. Je vais commencer par ce qu'il n'a pas lui aussi à dire et ce que nous tous et vous tous avez constaté. Première des choses, il n'a pas prononcé le nom de Maurice Kamto ni le MRC. Donc, pour Paul Biya, il n'existe pas d'opposant au Cameroun et tout ce que les Nations Unies, les États-Unis, l'Union européenne, le Parlement européen lui ont dit, à savoir qu'il faut qu'il libère le professeur Maurice Kamto, eh bien, il a fait semblant comme s'il n'existait pas. Toujours dans sa condescendance, dans son arrogance, oubliant que c'est sa déchéance. Et on a donc pu, au-delà de ça, se poser des questions. Est-ce que M. Paul Biya, qui appelle à la réconciliation, pouvait donc faire cette réconciliation, ou plutôt, ce dialogue, sans Maurice Kamto, qui pourtant est arrivé selon les résultats donnés par les agents de Biya. Deuxième, à l'élection présidentielle. Comment on peut donc parler de dialogue pendant que Maurice Kamto est en prison? Parce que juste, Paul Biya a tout programmé. Ce que c'est Maurice Kamto et faire un dialogue unilatéral en se parlant à lui-même et à ceux qui lui sont subordonnés. Nulle part au monde, on a vu le chef de l'opposition en prison. On a vu nulle part au monde le leader de la contestation en prison, c'est-à-dire Ayoub Dabe. Et vous dites que vous êtes venu faire tendre la main pour le dialogue. Soit vous ne savez pas ce que ça veut dire le dialogue, soit vous voulez organiser un monologue, soit vous voulez faire du théâtre. Donc en fait, l'intervention de Paul Biya hier était dans la logique de la mise en scène de la théâtralité de sa politique qui n'est faite que de mensonges, qui n'est faite que d'esquives, qui n'est faite que de faux semblants. Il faut se le dire. Pourquoi est-ce que, en ce moment-là, il est urgent pour Paul Biya de faire ces discours? C'est tout simple. Parce que, première des choses, il faut savoir que la première fois, lorsque Paul Biya savait qu'il y aura ce qu'on appelle l'Assemblée, le Conseil de sécurité de l'ONU, qui était une réunion informelle, il avait envoyé le Premier ministre John Bouquet dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Il s'était baladé avec des chasse-mouches en disant qu'il venait pour le dialogue. Et comme il y avait cette réunion à l'ONU, le 13, eh bien c'est ça que le représentant du gouvernement camerounais est parti de façon clownesque nous dire qu'il avait très bien déjeuné et il avait pris un repas copieux avec Frundi. Donc pour lui, le dialogue, après avoir pris un repas copieux avec Frundi,
c'était bon. Maintenant que l'Assemblée générale de l'ONU se tient dans une semaine, Paul Biya s'est dit, eh bien, il y a des résolutions dramatiques qui peuvent être prises contre mon régime, qui peuvent me déstabiliser, ou qui peuvent au moins montrer aux yeux du monde entier que je ne voudrais pas dialoguer. Il vient donc, il vous fabrique ce discours de briques, de bras en vrac. Et résultat des courses, lui-même dit qu'il ne sait pas avec qui il va dialoguer. Si donc le chef d'État lui-même se pose des questions, avec qui je vais dialoguer, et qu'il a déjà la réponse, que ceux avec qui il doit dialoguer se retrouvent en prison, cela veut dire que lui-même, il vient démontrer qu'il était dans la tragicomédie ou la comique-tragédie. Vous ne pouvez pas, en ce temps, garder Maurice Kamto. Il n'avait aucune arme. Il n'a détruit aucun édifice public. Et de ce point, il est du moment où il n'est pas condamné, comme le veut la Déclaration universelle des droits de l'homme et comme le veulent les conventions internationales et même le droit camerounais, qu'il est présumé innocent. Ayant déjà ce qu'on peut dire une assise politique, ayant toutes les garanties, Maurice Kamto ne peut pas fuir. Il aurait été traduit en justice si jamais on lui reprochait quelque chose. Il aurait été traduit en justice et étant en liberté. Maurice Kamto n'a jamais pris les armes contre le Cameroun. Maurice Kamto n'a jamais déclaré une guerre contre le Cameroun. Maurice Kamto est arrivé selon les résultats de Paul Biya du Conseil constitutionnel, deuxième à l'élection présidentielle. Et on lui reproche d'avoir marché. Ce qui signifie que, si tel est le cas, si Paul Biya était président de la France, mais tous les gilets jaunes seraient condamnés à mort, puisque ils marchent chaque samedi. Tous les Français seraient déjà condamnés. Puisqu'ils marchent sans autorisation, et pire, ils attaquent les policiers, ils cassent les voitures, ils brûlent, et personne, jusqu'à présent, n'a été condamné à mort. Mais Paul Biya a condamné Ayoub Tabé à perpétuité. Il va aussi condamner Maurice Kamto dans la mesure où tout est fait pour que Maurice Kamto reste en prison. La preuve, depuis quelques semaines, Paul Biya a commencé, là où se trouve Maurice Kamto, avec Albert Zongan, avec les Pende Koka, professeur Foguet, des gens qui ont fait quelque chose dans ce pays, qui ont quelque chose dans la tête, qui ont marqué et qui font l'histoire du Cameroun. Il les a mis dans une senzala. Et maintenant, on double le mur des prisons pour que, plus que jamais, cela soit isolé. Le pire, c'est qu'il a demandé qu'on construise les box. 4 box sont en train d'être achevées. Ou désormais, pour voir Maurice Kamto, ou bien les prisonniers politiques, il n'y aura plus de contact direct, même avec l'avocat. C'est un ancien système avec les pires criminels aux États-Unis, où on mettait juste une grille pour que le prisonnier qui est supposé être dangereux n'ait pas de contact avec le visiteur. Voilà donc ce qui est en train de se passer au niveau de la prison principale de Yaoundé, où se trouve Maurice Kamto, deuxième à l'élection présidentielle, selon Paul Biya, selon le conseil constitutionnel. Le deuxième. Et pourtant, partout en Afrique, je ne prends pas le cas seulement du Cameroun, je prends 2018, la même année où il y a eu l'élection au Cameroun.
Je peux vous dire, il y en a eu au Kenya. Et qu'est-ce qu'on a vu? Raila Odinga, il s'est autoproclamé président. Il est même parti prêter serment dans un jardin. Il a organisé des marches. La crise s'est installée. Uhuru Kenyatta ne l'a pas arrêté. Et il y a eu 100 morts pendant cette crise. Plus de 100 morts au Kenya. Uhuru Kenyatta a plutôt dit, est-ce que Raila Odinga, nous pouvons discuter en tant qu'homme politique, responsable pour que le parti, pour que le pays n'aille pas à feu et à sang. Il a accepté. Et c'est ainsi que c'est au palais présidentiel qu'il l'a invité. Et c'était en mars 2018. Ils sont sortis de là, ils ont signé un accord. Aujourd'hui, il y a la paix au Kenya, où ils se sont dit, nous allons travailler ensemble. Je prends même quelqu'un que je ne porte pas généralement au cœur, en Guinée, qui lui aussi utilise souvent les armes contre son peuple, mais qui n'a pas encore mis si longtemps au pouvoir, Alpha Condé. Alpha Condé, avec son opposant, Cellou Diallo, il l'a invité en avril 2018 au palais pour dire, nous pouvons discuter. Cellou Diallo, pour l'instant, jouit de ses libertés. Prenez au Gabon, Jean Ping. Il a été à gauche et à droite. Au Gabon, il a organisé des manifestations. À Paris, c'était la totale. Mais Jean Ping est en liberté au Gabon. Quelle est cette histoire que chez Paul Biya, on vous dit, venez parler ici au Cameroun. Parce que même quand je passe, je fais mon émission, ou bien je fais mon intervention sur Facebook, venez ici parler au Cameroun. C'est ici que... Mais qu'est-ce qu'on vient faire là-bas? Puisque tout le monde qui a tenté a été arrêté. Moi-même, j'ai été arrêté. Quand vous me dites, venez parler ici. Mais j'ai été arrêté combien de fois? 14 fois. Voilà Maurice Kamto, professeur de droit international. Une figure emblématique. Un homme de notoriété. Qui a sauvé le Cameroun des mains de Bakassi, du Nigeria. Qui nous a récupéré Bakassi. Le voilà qui est humilié. Juste parce qu'il s'est présenté à une élection présidentielle. Et a battu. Certainement Paul Biya, qui jusqu'à présent est incapable, a été incapable de présenter les procès-verbaux devant le Conseil constitutionnel. Donc, hier, j'ai entendu comment est-ce que Paul Biya disait qu'il a été élu par l'immense majorité des Camerounais. Je me suis demandé, est-ce que Paul Biya consulte même les listes électorales? Je devrais donc lui dire que pour l'élection présidentielle d'octobre 2018, en tout et pour tout, il n'y avait que 3 590 000 inscrits. La population du Cameroun compte 23 millions d'habitants. Donc, j'enlève les voix. Laissons Maurice Kamto a eu 0 voix. Cabral lui dit 0 voix. Matomba 0 voix. Joshua Oshi 0 voix. Paul Biya a donc eu 3 650 000 voix. Admettons ça. Mais cela veut dire, sur 23 millions d'habitants, est-ce la majorité? Pour dire l'immense majorité. Or, il n'a même pas eu 2 millions de Camerounais qui l'ont voté, malgré le bourrage des urnes. C'est donc un président par effraction. C'est un président de l'apartheid. C'est un président d'un groupuscule. Il ne représente pas le Cameroun. Soyons-en clairs.
annonce, par exemple, est-ce que vous vous rendez compte que il y avait 7 251 000 inscrits sur les listes électorales? Ça peut se comprendre. Mais en 2018, tellement les Camerounais sont déçus par Biya qu'ils savaient qu'il est déjà habitué à la tricherie. Ça a été divisé par 2. Alors, il dit qu'il a été élu par l'immense majorité. C'est pour cela que il ne peut pas partir. Il doit rester au pouvoir ad vitam aeternam. Si on regarde l'immense majorité, mais Ahidjo ne serait jamais parti du pouvoir. Il ne serait jamais parti du pouvoir. Comment Ahidjo est parti du pouvoir? Mais il avait 99% de suffrage. J'ai dit bien 99% de suffrage. Mais le 3 novembre 1982, Amadou Ahidjo revient de Paris. Il est accueilli à l'aéroport par le secrétaire général à la présidence qui s'appelait Samuel Ebois, accompagné du premier ministre que lui, il a fabriqué, Paul Biya. Et par la suite, il dit à Samuel Ebois, je vais te voir le matin. À 10h15 le lendemain, il annonce à Samuel Ebois qu'il a décidé de démissionner. Il avait 58 ans. Samuel Ebois va lui dire, mais pourquoi? Il va lui dire, j'ai vu mes médecins et mes médecins m'ont dit, il me faut prendre un mois de repos. Et moi, je ne peux pas me reposer et laisser le pays ainsi. Et c'est pour cela que j'ai décidé que le Premier ministre, M. Paul Biya, sera président de la République, mon successeur. Ahidjo avait 58 ans. Les Delphine Tchanga, Paul Biya lui-même a supplié Ahidjo de ne pas quitter le pouvoir. Ils ont pleuré. Ahidjo s'est levé. Il a dit, mais vous aimez ce pays? Vous aimez vraiment ce pays? Vous voulez qu'un homme comme moi, j'ai déjà donné ce que j'avais à donner. Ce pays est encore jeune. Il faut des hommes dynamiques. Et vous me dites que vous êtes capable de gérer même pendant un an, que je peux même me reposer. Ce n'est pas comme ça que je conçois le pouvoir. J'ai décidé de partir. Le lendemain, à 20h, au lieu du journal, on a commencé à mettre de la musique. Le journal n'est pas passé. C'est à 20h20 que Ahidjo a pris la parole pour démissionner et passer le pouvoir à Paul Biya. Voilà comment un homme est parti. Là où Paul Biya est installé, c'était le nouveau palais d'Ahidjo. Il l'a construit à 200 milliards. Il ne s'est pas installé dedans. Là où Biya parlait hier, la CRTV. Mais c'est Ahidjo qui a construit la CRTV en regardant TF1. Tous les ministères du Cameroun ont été conçus par Ahidjo. Mais Ahidjo a dit, ce n'est pas à moi. Je laisse cela à M. Biya. Et c'est de la même façon parce qu'il s'est inspiré de Léopold Sédar Senghor. Il a voulu une sortie digne comme celle de Léopold Sédar Senghor. Parce que le 31 décembre 1980, Léopold Sédar Senghor venait d'être élu le 26 février 1978 à 82% par les Sénégalais. Et le 31 décembre, alors qu'il n'avait aucune crise au Sénégal, il dit, j'ai fait 20 ans de pouvoir. Il se lève, il prend son véhicule.
Les gars du corps disent, mais président, qu'est-ce qu'il veut? On vous accompagne. Il dit, non, non, non. Moi-même, je prends mon véhicule. On attendait qu'il fasse son discours. Il est arrivé. Il est parti voir le président de la Cour suprême. Sans garde du corps. Il lui a remis la démission. Sa lettre de démission. Léopold Sédar Senghor est venu. Il a annoncé cela aux Sénégalais. Et il a dit que c'est son premier ministre, Abdou Diouf, qui allait le remplacer. Le Sénégal continue dans la démocratie. Au Cameroun, Paul Biya n'avait gagné aucune élection. Aïdjo lui a offert le pouvoir sur le plateau. À 87 ans bientôt. Lui, il trouve qu'un homme de 58 ans lui a passé le pouvoir. Et il dit qu'il ne peut pas démissionner parce qu'il a été réélu. Voilà son argumentaire. J'ai été réélu. Monsieur Paul Biya, qu'il vous soit rappelé que monsieur Ben Ali a été bel et bien réélu à 89%. Il a été chassé. Monsieur Paul Biya, qu'il vous soit rappelé que monsieur Moubarak a bel et bien été élu à 88%, il a été chassé. Monsieur Paul Biya, qu'il vous soit rappelé que monsieur Blaise Compaoré a été élu à 80%, il a été chassé. Monsieur Paul Biya, qu'il vous soit rappelé que celui qui est le créateur, le fondateur, le libérateur du Zimbabwe, pour que le Zimbabwe qui était la Rhodésie devienne indépendante, il s'appelait Mugabe. Il a dit qu'il allait passer 100 ans au pouvoir. Je salue sa mémoire. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose. Savez-vous quel était le dernier score de Mugabe avant qu'il ne soit débarqué? 71%. Connaissez-vous votre score? 71%. Tous ceux qui ont défié le peuple, tous ceux qui ont défié la nature, tous ceux qui ont voulu personnifier, personnaliser, s'approprier un pouvoir, un pays, un peuple, ils ont fini par comprendre plus tard qu'ils sont sortis par la petite porte comme Mobutu, qui, lui, Grand Léopard, ne s'imaginait pas partir de son pays de cette façon. Vous, à 87 ans, bien que faisant le lifting à la Mussolini ou à la Berlusconi, bien que plantant de nouveaux cheveux noirs, bien qu'étant planté sur vos talonnettes, bien que venant étant dopé pour venir parler, bien que mimant des gestes pour faire semblant d'avoir encore une certaine verte jeunesse, bien que combattant vos rides et ridules, votre âge, votre histoire, vous rattraperont. Vous êtes au soir de votre carrière. Vous ne voulez pas dire au revoir. Mais l'histoire vous oubliera. Parce que vous n'êtes ni éternel, ni immortel, ni irremplaçable. Tous les grands hommes, tous les grands dirigeants ont su partir à temps. Un proverbe africain est clair. Si le poisson dure longtemps au marché, il finit par pourrir. Non seulement
Vous-même, vous êtes déjà, excusez-moi les termes qui peuvent être assez forts, pourris. Mais aussi, vous avez pourri le Cameroun. Vous venez aujourd'hui parler de la crise anglophone en voulant vous laver les mains. Et vous dites que cette crise, dans votre voix champagnisée, vinaigrée, acidulée, surannée, vous osez dire que cette crise, elle n'est tout juste des revendications des étudiants, des magistrats, puis ça a été récupéré sur le plan politique parce que vous avez traduit les textes de l'OADA. Vous avez tout fait et tellement les malhonnêtes qui sont à l'étranger ont voulu récupérer cela et c'est là le problème anglophone. Mais, Monsieur Biya, ça veut dire que vous-même, vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Puisque le problème anglophone date depuis. Le problème anglophone, c'est vous qui l'avez encore plus accentué. Puisque le problème anglophone, tout le monde le sait, vient du fait que nous sommes partis d'un État fédéral à un État qui est actuellement un État biaïste. Ce n'est même pas un État francophone. Ce n'est pas un État francophone. C'est un État biaïste dans la mesure où ce sont les vôtres qui gèrent. Est-ce que vous vous rappelez au moins le problème qu'il y a eu avec le SDF? Le SDF naît le 26 mai 1990. Et en août 91, quand le SDF revendique le multipartisme, qu'avez-vous fait? Vous avez envoyé votre armée massacrer des civils qui n'avaient pas d'armes. 6 sont tombés sur le carreau. Le SDF. Vous ne vous rappelez pas de cette histoire-là? Lorsque vous voulez donc dire que c'est juste en 2016 que ça existe, tous ces problèmes, cela veut dire que vous voulez absolument camoufler toute l'histoire. Puisque, comme je le disais tantôt, lorsque, en 1961, peut-être vous n'étiez pas encore né, le Cameroun, qui s'appelait, le Cameroun francophone qui s'appelait République du Cameroun, et le certain Cameroun, décide de former une république fédérale. La réunification a lieu, et c'est le 1er octobre qui devient la fête nationale. Mais qu'avez-vous fait? Bien évidemment, puisque vous ne pouvez pas expliquer que de la République fédérale, il était bel et bien dit dans l'article 8 que la République fédérale est dirigée par un président fédéral qui est à la fois chef d'État et chef du gouvernement, mais que à l'article 9, d'ailleurs à l'article 8, on disait qu'il devrait être assisté d'un premier vice-président, même pas d'un premier, d'un vice-président. Et maintenant, dans l'article 9, on disait bien que si l'un est francophone, l'autre doit être anglophone. Et vice-versa. Et dans l'article 47, il est bien précisé que la présente constitution, aucune révision constitutionnelle, ou bien toute tentative de révision constitutionnelle portant atteinte à l'intégrité, à l'unité de la fédération est irrecevable. Mais cela veut dire que
on ne devait jamais quitter de la République fédérale pour autre chose. Mais en 72, votre prédécesseur, M. Amadou Ahidjo, c'est lui qui va, avec la France, faire que nous soyons dans la République unie du Cameroun. Et là encore, les anglophones ont accepté. Mais c'est vous, en 84, à peine vous montez au pouvoir, qui revenez avec République du Cameroun, le nom que le Cameroun francophone portait. Et vous voulez dire qu'il n'y avait pas de problème? Est-ce que, M. Biya, vous n'avez pas arrêté un avocat anglophone, Fongordi, qui avait déjà revendiqué l'indépendance dès que vous avez fait ce que vous avez appelé République du Cameroun? Vous l'avez mis en prison. Est-ce que vous n'avez pas arrêté les membres du SNC qui ont dit que vous avez totalement anesthésié tous les espoirs de ce que constituait la fraternité, les relations entre les anglophones et les francophones? Vous dites qu'il n'y a pas de marginalisation parce que vous nommez un premier ministre anglophone. Tout le monde au Cameroun sait très bien qu'un premier ministre ne sert à rien, puisque le premier ministre en question, ce n'est pas lui qui nomme les ministres. Lui-même, il est nommé par vous, il est relevé par vous, et d'ailleurs, la preuve, le secrétaire général, c'est à lui que vous avez délégué votre signature, c'est-à-dire Ngongo. Donc le premier ministre n'est pas une personnalité au Cameroun, puisque la délégation des signatures permanentes que vous avez faite, c'est pour Ngongo, Ferdinand. Donc, c'était moi quand vous me parlez de l'équilibre régional, lorsque vous avez que le secrétaire général à la présidence, c'est toujours un francophone. Lorsque le ministre de la Défense, c'est un francophone. Le président de l'Assemblée, c'est un francophone. Le président du Sénat, c'est un francophone. Le président du Conseil économique et social, c'est un francophone. Le président, le ministre des Finances, c'est un francophone. Le ministre de la Justice, c'est toujours un francophone. En dehors de 72, 74, où Achidi Achou, à l'époque d'Ahidjo, avait occupé le rang de ministre de la Justice, juste parce qu'il fallait passer cette facesque histoire de République unie du Cameroun. Après, plus rien. Lorsque vous me dites, et vous dites aux Camerounais, que vous vous basez sur l'équilibre régional, quand les anglophones se sont plaints en 90 et en 91, quand le SDF fait des revendications, c'était sur quoi? Parce que sur 47 préfets, 37 étaient francophones. Et ils étaient presque tous d'état tribu. Ou de Matibu aussi. Parce que de façon globale, on dit Fambeti Boulou. Était-ce normal? Le Premier ministre, comme vous dites, mais lorsqu'on voit ceux qui étaient les hauts fonctionnaires sur les 38 au cabinet du Premier ministre, ils étaient combien? 22. Les directeurs des sociétés parapubliques et publiques, les grandes sociétés étatiques, c'était les 3 quarts. Vous dites, vous ne voyez pas de marginalisation. Je vais bien accepter. Mais allons-y. Lorsque vous voyez en 85 les étudiants anglophones, vous avez adressé un courrier et adressé à leurs parents pour dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'entraient jamais à Polytechnique. Ils ne comprenaient pas pourquoi, s'ils avaient l'occasion d'entrer à l'ENAM, et ils devaient faire 5 ans, alors que les francophones faisaient 3 ans.
Il vous faisait comprendre que tous les concours, même à Polytechnique, comme je viens de parler, étaient en français. Et que tous les livres étaient aussi en français. Lorsque vous voyez les cours de justice, les anglophones sont jugés à Yaoundé par le tribunal militaire. Et tout le monde au tribunal, du président jusqu'au procureur, et tout le monde commissaire, tous sont de la même tribu, et francophones, tous de ta tribu. Là, il y a équilibre régional au tribunal militaire. Vous prenez des gens chez eux. Vous partez les juger dans un tribunal militaire. Et dans un pays soi-disant bilingue, on se met à traduire plutôt en français, en anglais. Vous-même, en 37 ans de pouvoir, avez-vous déjà fait un demi-discours en anglais? Et vous venez dire, hier, que vous êtes là en train de promouvoir le bilinguisme. Un président qui n'a su dire qu'une seule fois, « Oh, tout chouette, oh, tout chouette. » C'est tout ce que vous avez dit. Vous avez dit quoi d'autre? Avec votre voix rocailleuse là, un soi-disant grand intellectuel sorti des Sciences Po qui ne connaît aucune phrase en anglais. Soyons sérieux. Vous êtes arrivés, les billets de banque, vous avez mis votre face dessus. Tout ce qui était écrit en anglais, vous avez enlevé. Vous avez dit, mettez tout en français. Les insignes de la police, de la gendarmerie, sont en français. Même la Sonara, qui est en région anglophone, toutes les plaques sont en français. Alors que c'est à Limbi. Vous dites que non. Il n'y a pas de déséquilibre, il y a équilibre régional. Vous ne savez pas pourquoi. Est-ce qu'ils se plaignent? Mais ils se plaignent d'une seule petite chose. Monsieur Biya, le port qu'ils avaient, la Cross River. Où est ce port? Le port de Limbe. Vous avez préféré abandonner pour aller faire le port à Tibi? Où est Sanka Kofi qu'ils avaient? Où est Ariad qu'ils avaient? Toutes ces sociétés-là. Planté comme est parti où? La banque qu'ils avaient, c'était la banque autochtone du Cameroun méridional. Vous l'avez fermée. Les aéroports. Toi. Manfé, Fumboui, machin, tout ça. Ils sont où? Rien. Et dans tout ça, prenez votre prédécesseur, entre 64 et 74, a construit 672 km de rails. Et ça fait 1173 km de rails que le Cameroun compte aujourd'hui. Il y a combien de kilomètres de rails dans les régions anglophones? En 85, les étudiants anglophones se plaignaient déjà qu'ils avaient 18 bourses. Alors que vous vous accordiez des milliers de bourses à votre famille. Vous dites que vous trouvez qu'ils sont ingrats, maladroits, malhonnêtes, parce que vous leur accordez tout. Vous êtes un père juste, bon, généreux. Vous avez fait 1500 efforts pour eux. Et ils doivent se mettre à genoux. Alors que les deux régions anglophones du Cameroun, c'est elles qui donnent 70% du PIB. Et ces richesses-là, vous les prenez pour offrir à la France. C'est ça le problème. C'est vous qui êtes revenu avec la République du Cameroun. C'est vous qui êtes venu avec cette histoire de décentralisation. Citez-moi un pays riche au monde qui connaît la décentralisation. Ce mot, vous êtes venu le recopier en France. Ce n'est qu'en France où on parle de décentralisation. Cela vous a été vendu par Alain Juppé et par Yvonne Omnes, qui est votre conseiller, l'ancien ambassadeur de la France au Cameroun. Mais quand
vous dites le Cameroun est uni et indivisible, point. Mais on dirait qu'on est né République du Cameroun, mais on n'est pas né République du Cameroun. Donc vous voulez dire que les Américains qui sont dans un État fédéral, ils sont divisés. Et ils ne sont pas unis, ils ne sont pas des frères, ils ne sont pas riches. Vous voulez dire que l'Allemagne, ou encore même la Suisse, où vous partiez souvent, vous reposez avant que la brigade anti-sardinard ne vous y chasse. Que c'est des pays qui n'ont pas le lien. Le Nigeria qui est à côté de vous, mais c'est une fédération. Le Cameroun était une fédération. Vous ne pouvez pas dire que l'État ne peut pas changer. Même les empires ont changé. Même ici en France, on parle de la première à la deuxième république, de la deuxième à la troisième, de la troisième à la quatrième, de la quatrième à la cinquième. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes venus. Vous avez trouvé République unie du Cameroun. Vous l'avez changé en République du Cameroun. Vous imposez maintenant, vous dites décentralisation. Et dans la décentralisation, vous nommez les gouverneurs. Et vous dites que c'est la meilleure façon. Ah oui? Et vous dites que ça doit être comme ça, République unie. Mais c'est comme si on disait qu'on maintient une femme en mariage en disant nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a ni divorce ni rien. La plupart des anglophones n'ont fait que demander ce qu'on appelait le fédéralisme, le retour au fédéralisme. Ils n'ont fait que demander ça. Mais vous êtes venus. Vous dites aujourd'hui, je leur ai accordé un premier ministre. Comme si c'était le poste le plus fabuleux. Ils veulent encore quoi? Mais à l'ENAM, c'est votre beau-frère qui est directeur. Où vos enfants entrent. Sans faire un concours. Où les majors sont des gens qui sont morts. Où il y a de la tricherie. Où il y a de la corruption rampante. Que les anglophones dénoncent. Et vous avez osé venir dire hier que non, il n'y a pas de corruption. Et vous dites que l'armée est en train de gagner une guerre. Vous vous en vantez, vous applaudissez. Tout est en train de revenir à la normale. Mais vous êtes en train de mentir qui? Est-ce que vous avez lu, ne serait-ce que le rapport du GICAM, le groupement interpatronal, c'est-à-dire que les chefs des grandes entreprises du Cameroun, en juillet 2018, ils vous ont dit, ils vous ont écrit et ils ont publié que dans les régions anglophones, l'État camerounais a perdu 269 milliards. 6 434 emplois ont été détruits et que 8 000 autres devaient être détruits. Juillet 2018. Quand vous dites que tout va bien, mais la CDC, qui est le deuxième employeur après l'État, quel est l'état de la CDC? Sur 29 sites, à peine dysfonctionnels, partiellement. Et aujourd'hui, en ce jour, il y a à peine 4. Donc, c'est mort. Monsieur Paul Biya, est-ce que vous avez dit aux Camerounais que le café arabica, à 70%, vient du sud-ouest et que c'est mort? Est-ce que vous avez dit aux Camerounais que le cacao venait du nord-ouest à 45% et que c'est mort? Est-ce que vous avez dit aux Camerounais que la Sonara est installée là-bas et que c'est mort? Qu'est-ce que vous êtes donc en train de raconter au peuple camerounais? Que des balivernes, des rêves illusoires, des ambitions démesurées d'un homme qui ne connaît pas les réalités de son pays parce que vous dormez, vous êtes vieux. Et d'ailleurs, je sais que vous ne pouvez même pas suivre mon direct.
Puisque si vous le suivez pendant 5 minutes, vous allez dormir et ronfler. Mais néanmoins, j'espère que Chantal va vous aider à vous dire quelques mots demain. Donc vous ne connaissez pas les réalités de votre pays. Vous dites que vous allez gagner cette guerre. Mais c'est la guerre contre les Camerounais. C'est la guerre contre les Camerounais. Qu'a faites-vous? Vous vous rendez compte? En 2015, le budget de l'armée camerounaise était de 360 milliards. Les effectifs mobiles des forces armées étaient de 15 000 personnes. Puis c'est monté à 26 000. Et après, nous sommes presque à 42 000. Le 13 janvier 2018, vous avez lancé le recrutement de 4 600 militaires. Rien que pour aller dans les zones anglophones. En août 2018, non content de ça, vous avez lancé encore un autre recrutement de 2600 militaires, dont la plupart venaient du Sud. Et 360 sous-officiers et 40 officiers. Rien que dans les zones anglophones. Vous oubliez que quand vous avez déclenché la guerre, vous avez lancé l'opération OPS-RESCO 17-18 et que vous avez envoyé 958 militaires en disant qu'ils allaient exterminer les anglophones en 128 jours. Où en sommes-nous? Tout l'argent du Cameroun va dans la guerre. Et cette guerre, vous n'allez pas la gagner. Vous mentez les Camerounais. Même la guerre que la France a menée contre les upécistes, les nationalistes, les Omiobés, qui n'étaient pas prêts à faire la guerre. Mais c'est allé de 1955 à 1972, 71 vers là. Jusqu'à ce que, après l'exécution de Mounier, Aïdjo a décidé de gracier les autres. Vous avez dit, vous allez poursuivre les gens à gauche et à droite. Même les États-Unis n'ont pas réussi à gagner une guerre au Vietnam. Vous croyez que le Sénégal a engagé une guerre contre la Casamance en 1982. Le Sénégal n'a pas réussi. En Colombie, les FARC, 52 ans de combat. Tantôt on tuait, après on applaudissait qu'on a tué le leader, mais les FARC n'ont fait que être encore plus forts. Et vous vous dites, vous qui n'avez pas de moyens, que vous allez gagner la guerre en sacrifiant les enfants des autres. Le seul projet que vous avez et que vous annoncez aux Camerounais, c'est la guerre. Et après vous dites non, parce que les autres, ils ne veulent pas que les enfants aillent à l'école. Depuis que vous êtes au pouvoir, avez-vous fait ce que Victor Hugo disait, ouvrir l'école, vous fermerez une prison? Mais non, vous n'avez fait qu'ouvrir des prisons. Regardez George Weah. Le Libéria a connu Nano Akufo-Addo. Il arrive au pouvoir. Première mesure, en septembre 2017, école gratuite. Regardez Talon au Bénin. Il arrive au pouvoir. Première mesure, il dit, l'école n'est pas gratuite, mais je mets des subventions. Regardez Félix Tshisekedi, qui vient d'arriver au pouvoir en RDC. Première mesure, école gratuite. Et il y a combien d'écoles en République démocratique du Congo? 55 000 écoles gratuites. Donc, imaginez le nombre de Congolais qui existent. Mais vous êtes arrivé au pouvoir. L'université qui était gratuite est devenue payante. Les écoles qui étaient gratuites sont devenues payantes. Pour entrer à l'ENAM et toutes les écoles, il faut aller donner l'argent à vos frères, à vos sœurs.
à vos ministres pour les corrompre. Tout le monde a les names à 95%. C'est des tricheurs, c'est des voleurs. Et c'est eux qui vont diriger le pays. Alors que chacun d'entre nous sait que le concours de l'ENAM, de la police, c'est payant au Cameroun. Voilà jusqu'où vous avez réduit le Cameroun. Pays le plus corrompu du monde. 2 fois champion du monde. Et hier vous avez dit, je lutte contre la corruption. Double champion du monde, 3 fois même. Est-ce que vous avez lu le Doing Business, son rapport de 2018? Le Cameroun est classé 163e pays au monde. Et ils écrivent qu'il ne faut pas faire les affaires au Cameroun parce que la corruption est rampante dans tous les ministères et tous les services de l'État. Mais hier, vous avez dit que vous luttez contre la corruption. Buhari est arrivé au Nigeria pour lutter contre la corruption. Qu'est-ce qu'il a fait? Il mettait certes les gens en prison, mais on voyait des centaines de milliards qu'il récupérait. Depuis que vous mettez vos ministres en prison, est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais combien de milliards vous avez récupérés? Même pas un centime. C'est lui, c'est où? Puisque ça doit être public. Et savoir dire que c'est ça qui va dans tel ou tel budget. Oh, attends, on va en prison, oh, on l'a en prison, oh, c'est où en prison, ou tel autre en prison. Mais où est l'argent? Puisque toi-même tu es le premier corrompu. En 2014, Forbes, le magazine allemand, a quand même classé le chef d'État camerounais comme le 3e président le plus riche. D'où vous sortez les 20 milliards là? Monsieur Paul Biya, pourquoi vous n'avez jamais respecté l'article 66 de la Constitution du Cameroun qui dit que vous devez déclarer vos biens? Vous n'avez rien payé un centime des impôts? Est-ce que seul Camerounais connaît combien vous touchez? Parce que c'est du vol. C'est du vol. C'est du vol. Qu'on soit clair là-dessus. Et vous dites, vous êtes l'incarnation de la justice, et de ceci et de cela, et que vous menez le Cameroun vers des bords de ceci. Mais, Monsieur Biya, la seule chose, Aïdjo vous a laissé avec Kamer, qui avait des avions. L'avion Kamer, l'un des avions Kamer, a fait un accident. On vous a versé 43 milliards avec Issa Djiroma. Vous avez tout volé. Les victimes n'ont rien eu. Où sont les avions de Kamer? Aïdjo vous avez laissé avec Kamchip. Aïdjo vous avez laissé avec Sogapé. Aïdjo vous avez laissé avec Evekam. Aïdjo vous avez laissé avec la SIC, la maïture, la mie de vif. Où sont toutes ces sociétés? Toutes ont été ruinées. Monsieur Biya, Aïdjo avait laissé dans les banques américaines, Morgan Bank, 1500 milliards de réserves pour le Cameroun. Après 3 ans, vous avez tout volé. Monsieur Biya, Aïdjo vous avez laissé avec la société camerounaise de banque que gérait Messi. Messi a bien déclaré que c'est vous qui avez tout volé. Et vous combattez la corruption. Monsieur Biya, pourquoi vous n'avez pas parlé hier de la CAN? 2000 milliards entre vos mains avec Mini Pam Pam Chouga, votre beau-frère, avec Ngongo, et une kyrielle, un ramassis d'escrocs. Vous avez rendu compte au peuple camerounais? Où est la canne dont vous tapiez la poitrine? J'en prends l'engagement. Où est ça? Vous n'avez pas honte? Un vieux père qui ment. Un vieux père qui ment et qui ne s'explique pas. Et vous voulez qu'on croie en vous? Que vous pouvez faire quelque chose? Pendant ce temps, regardez ce que les autres ont fait.
de l'eau. Est-ce que vous vous rendez compte? Un pays de 23 millions d'habitants. Il n'y a que 3 millions de Camerounais qui ont accès à l'eau. Il n'y a que 4 millions de Camerounais qui ont accès à l'électricité. Pendant ce temps, regardez le petit Burkina à côté. Le Burkina Faso vient d'inaugurer, alors qu'ils sont aussi en guerre contre le terrorisme, la plus grande centrale électrique de 189 000 panneaux sur 60 hectares. Et l'électricité a baissé. Même chose au Sénégal, où déjà il y a le métro, on parle de RER, on parle de métros qui vont arriver en Côte d'Ivoire. Et quand on parle justement, la Côte d'Ivoire, Ouattara est arrivé hier. Il y avait un pays en crise, en guerre. Non seulement ce pays est déjà dans des investissements, il y a des autoroutes, des échangeurs. C'est que vous êtes incapable de construire une seule autoroute, un seul hôpital. Vous voilà, vous êtes malade, vous êtes obligé de faire que les avions quittent du Luxembourg ou d'Israël pour venir garer au Cameroun. Les avions médicalisés. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, à peine arrivé, Ouattara, c'est 5 CHU créés. 5 CHU. Le CHU qui est au Cameroun, vous l'avez trouvé, c'est Aïdjo qui l'avait fait. Mais vos supporters, ils vont vous dire que la Côte d'Ivoire, c'est seulement Yamoussoukro. Mais attendez, c'est 5 CHU. Après cela, au lieu de dépenser comme vous dans le vol seulement, il a pris 933 milliards pour construire 8 hôpitaux généraux, 4 hôpitaux régionaux et 3 hôpitaux militaires. Vous faites la guerre, il n'y a pas d'hôpital militaire. Est-ce que vous connaissez le programme de Ouattara pour 2018-2020? Son projet, c'est 15 hôpitaux généraux, 5 hôpitaux régionaux, 3 nouveaux hôpitaux militaires et 500 centres de santé. Est-ce que vous savez, monsieur Biya, que pendant que Koumateke, on l'opère pour enlever les bébés du ventre devant vos hôpitaux, les hôpitaux qu'Aïdjo a laissés, parce que c'est Aïdjo qui a construit l'hôpital central, qui avait 1033 lits, c'est Aïdjo qui a construit la Kentini. Vous n'avez rien construit en dehors de ce que les Chinois vous ont offert. Mais regardez Ouattara est arrivé. Mais il a fait ce qu'on appelle la CMU, la couverture maladie universelle. Vous payez 1000 francs, c'est fait, vous avez accès aux soins. Vous êtes donc quel président? Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, pas ceci, que la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Comment on peut vivre avec un président qui va en guerre? Et tu ne vas pas en guerre contre les autres pays. Et même l'armée qu'on regroupe, beaucoup en Afrique, c'est l'armée tchadienne. Monsieur Biya, vous connaissez les effectifs de l'armée tchadienne? Moins de 20 000 personnes. L'armée camerounaise, aujourd'hui, c'est plus de 40 000 personnes. Et vous ne faites que recruter, recruter. La seule chose que vous offrez à la jeunesse, c'est allez vous entretuer, allez vous battre contre les anglophones. Ce n'est pas qu'on va se battre contre les Tchadiens. Hein? Ce n'est pas qu'on va se battre contre la France. Hein? Ce n'est pas qu'on va se battre contre les États-Unis. Non. Vous, votre programme, c'est battez-vous entre Camerounais. Et vous dites que c'est ça votre projet. 70% des jeunes sans emploi au Cameroun. 8 millions de la population, selon l'ONU, atteint de haute pauvreté. 30
37% de la population du Cameroun vit avec moins de 2 dollars par jour. Voilà les chiffres d'un homme qui a passé 37 ans au pouvoir et qui est prêt à continuer, qui ne veut rien lâcher, qui ne veut pas discuter. Mais monsieur Biya, je vous ai parlé tantôt. Vous allez condamner Maurice Kamto. Vous allez le traiter de terroriste et tuer tout. Mais sachez-le. Il a la chance d'être plus jeune que vous. Regardez seulement votre âge. Vous-même en 2004, vous avez dit, ceux qui veulent mes funérailles, attendez 20 ans. C'était en 2004. Faites donc le calcul. Il vous reste combien d'années? Puisque c'est vous-même qui avez donné rendez-vous. Il vous reste combien d'années à vivre? Donc vous allez commander les Camerounais étant sous terre? Vous serez président étant sous terre? Et vous voulez amener le Cameroun sous terre avec vous, selon vos projets maléfiques, démoniaques, vos rites sataniques, vos accords lucifériens? Mais on ne peut pas. Moi, je vais bien croire en soi-disant dialogue. Mais j'ai toujours voulu croire au dialogue. Mais vous, vous n'aimez pas le dialogue. Je peux vous dire ça. Puisque même le pouvoir en Afrique du Sud, Frédéric de Klerk, qu'est-ce qu'il a eu? En décembre 1989, il a dit, il faut qu'il négocie avec le principal opposant, Nelson Mandela, qui était en prison. Il a tout fait pour qu'on aille convaincre Nelson Mandela en prison. C'est de là que Nelson Mandela a accepté de venir le rencontrer en passant par le sous-sol de son bureau. Et ils ont causé. Il a dit à Nelson Mandela qu'il le libérait. Nelson Mandela a dit non, il faut libérer tous les prisonniers politiques. Et c'est pour ça que Nelson Mandela est libéré en février 90. C'est-à-dire que 2 mois plus tard, moins de 2 mois plus tard, après que Frédéric de Klerk ait laissé et écouté, il avait le pouvoir. Mais vous, comme vous avez l'armée, vous avez le pouvoir. Vous dites, Maurice Kamto, vous dites, je ne peux pas négocier avec les terroristes. Je ne peux pas faire ceci et tout et tout et tout. Mais tous les grands hommes ont négocié. Et sachez que, à l'époque, ceux qui appelaient Mandela terroriste, vous savez que Mandela est devenu président, non? Et qu'il est l'homme le plus respecté d'Afrique, que vous n'allez jamais entrer dans l'histoire. Vous savez très bien que les gens qui appelaient Martin Luther King, qui a organisé la marche de août 1963 aux États-Unis, réunissant 25 000 personnes, alors que le pouvoir disait c'est interdit, mais on avait classé Martin Luther King comme un terroriste. Mais Martin Luther King, vous savez qu'il a bien eu le prix Nobel de la paix en 1964. Donc tout cela que vous êtes en train de brimer, c'est eux qui entreront dans l'histoire. Pas vous. Vous avez déjà échoué. C'est fini. Vous aviez hier l'opportunité de dire, je ne me présente plus, il y aura une élection anticipée et je vous ai compris, je libère les prisonniers. Que non! Monsieur est resté haut comme un panneau de basket.
faisant ses mains qui tremblotantes et voulant narguer tout un peuple. Mais sauf que vous narguez vous-même. Vous voilà prisonnier au Cameroun. Et le 22, la brigade anti-sardinage vous attend aux États-Unis puisque vous êtes désormais prisonnier au Cameroun. Quand vous dites aujourd'hui, j'organise, vous organisez le dialogue à la fin de ce mois. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voyez jusqu'où M. Biya est un rouleur? Est-ce que vous voyez jusqu'où ce monsieur est un menteur, comme un arracheur de dents? Puisque il vous dit, il va organiser d'ici la fin du mois. Première des choses. Comment il va faire? Ce sera où? À Yaoundé. Bon. Maintenant, c'est les rentrées scolaires. Et d'autres sortent des vacances. Donc, ils viennent de prendre le travail. Il dit que ça va se passer avec la diaspora et tout, et tout, et tout. Ici, dans la diaspora, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a ceci, il y a cela. Tout ce monde-là. Ils iront au Cameroun. Pour quelle assurance? Lorsqu'on sait déjà même que tout Camerounais, dès que tu arrives à l'aéroport, la police te prend. Il regarde si tu as fait quelque chose sur Facebook. Il fonctionne comme la Gestapo. Qui ira au Cameroun? Est-ce que vous avez vu un dialogue qui s'organise que c'est toi qui es organisateur, c'est toi qui es procureur, c'est toi qui es président du tribunal? Ce n'est pas possible. Puisque l'homme qu'il nomme, le Premier ministre, John Ngouté, mais il est un biaïste. Il ne défend que les intérêts du gouvernement. Comment donc il peut organiser un dialogue? Comment donc il peut être juge et parti? Qui a nommé, enfin, qui a voté, qui a élu John Ngouté? Les Camerounais ne le connaissent pas. Quelle est la crédibilité de sa parole? Non. Il n'a aucune crédibilité. On ne le connaît pas, il arrive au gouvernement et à peine, c'était le 4 janvier, comme lui-même il le rappelle. Il est parti danser avec les chasse-mouches et le pain. Et c'est lui qui va réunir les Camerounais. Quelle diaspora va participer alors que M. Biya vient d'insulter copieusement cette diaspora-là comme étant celle qui finance les sécessionnistes qui ne sont pas Camerounais et qui en veulent à tout le monde et tout. Monsieur Biya, est-ce que vous êtes Camerounais? Vous n'êtes pas Camerounais, puisque votre épouse, Chantal, elle est française. Donc vous n'êtes même pas Camerounais. Vous trouvez que c'est nous qui ne sommes pas Camerounais? Moi je vous le dis. Je suis bien Camerounais. Ça, c'est mon titre de séjour. Vous voyez? Je suis bien Camerounais. Et ça, même si j'ai le passeport de l'Union européenne, c'est parce que je suis citoyen de l'ONU. Mais ça, je suis bien Camerounais. Si vous croyez que nous sommes ici pour parler parce que nous avons perdu la nationalité, c'est vous qui recrutez les Messi-Meignier. Après, on découvre qu'il est américain. Tous vos ministres sont des Français. Tous tes conseillers, y compris Yvonne Honnet, c'est un Français. Les gens qui entraînent les lions indomptables sont des étrangers. Mais tu trouves que les Camerounais de la diaspora, c'est eux le problème? Alors que la Commission de l'Union européenne, avec les assises, viennent de dire dans leur rapport que les Camerounais de la diaspora, en 2018, ont envoyé 201 milliards de francs CFA dans leur pays. Et ils vont plus loin en disant qu'entre 2008 et 2010, les Camerounais de la diaspora ont envoyé 1241 milliards. Allez lire. Monsieur qui a présenté au
aussi vos papiers comme je présentais là aux Camerounais. Vous croyez que les Camerounais qui ont pris les doubles nationalités, mais c'est à cause de vos discours. Et ils regrettent quoi? Ils ont la sécurité sociale ici. Leurs enfants vont dans des grandes universités. Ce que vous n'autorisez pas au Cameroun. Leurs enfants sont en sécurité. Ils ont de belles maisons, ils ont de beaux emplois. Un médecin camerounais, il touche ici vers 5, 10 000 euros. Un médecin que vous avez au Cameroun, il touche combien? Vous avez ridiculisé tous les corps de métier. Seuls les ministres volent. Avec vous, avec vos directeurs. Seuls vous envoyez vos enfants à l'ENAM. Mais les Camerounais, qui se retrouvent ici, même vigiles. Même vigile, c'est au moins 5 millions par mois en CFA. C'est au moins 5 millions. Il faut les respecter. Ces gens qui représentent leur pays ici. La Chine évolue avec la diaspora. Le Mali évolue avec la diaspora. Le Sénégal évolue avec la diaspora. Tous les pays au monde évoluent avec la diaspora. Mais comme vous avez peur de la diaspora, parce que vous ne contrôlez pas la diaspora, vous avez mis tous les Camerounais en prison, sauf la diaspora. C'est pour cela qu'on voulait toujours montrer qu'ils ne sont rien du tout. Vous, vous êtes venus d'ici. Vous n'avez jamais travaillé ici parce que vous étiez incompétent. Est-ce que vous pouvez donner votre adresse en France, là où vous avez habité, en dehors des petites chambres? Vous n'avez jamais travaillé en France parce que vous n'étiez pas compétent. Les gens qui sont ici, c'est des ingénieurs, des ceci, et tout, des professeurs d'université. Ce que vous n'avez pas pu faire. Ils sont des avocats, ils sont des journalistes, ils sont des... Mais ce que vous n'avez pas pu faire, vous êtes rentrés, comme on dit, dans le langage populacier, kounya kounya, au pays, pour tromper des gens. Donc aujourd'hui, quand vous voulez insulter la diaspora camerounaise, qui est la crème de la crème, lorsqu'on sait par exemple que c'est un Camerounais, Yannick Noah, qui a été l'une des personnalités les plus aimées de la France, lorsqu'on sait que les Denise Epoté consorts sont ici, lorsqu'on voit les autres qui gagnent des trophées et tout. Mais vous êtes là pour vouloir dénigrer cela et dire que c'est eux qui créent les problèmes. Vous avez créé vos problèmes depuis très longtemps. Vous avez massacré les anglophones. Avant de les massacrer, vous avez massacré les nordistes. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous dites que vous voulez donc faire un dialogue. Et vous allez envoyer des émissaires à la diaspora. Vous-même venez ici. Puisque les émissaires que vous allez envoyer là, c'est uniquement pour voler l'argent des Camerounais, puisque personne ne va rien faire. Si viennent là, la brigade anti-sardinat, Calibri, allez, boum, il est derrière, il prend en otage. Les Amazones, vous avez vu, ces femmes-là. Et je salue ces femmes qui sont dynamiques, persévérantes, qui sont là et qui ont prouvé que les femmes peuvent s'élever et dire stop à la monarchie, stop à l'oligarchie, stop à la tyrannie, stop à la grosse souris de Paul Biya. Et vous voilà aujourd'hui, vous êtes rentré dans un trou de souris. Et comment vous allez envoyer alors que vous-même, vous avez été chassé d'ici? Vous avez été exfiltré en passant par le rez-de-chaussée de l'hôtel. Comment vous allez dialoguer avec quelle diaspora? Quelle diaspora, puisque vous avez déjà dit que c'est cette diaspora qui finance les terroristes, les sécessionnistes, et que vous allez les poursuivre. Mais monsieur Biya, vous allez poursuivre tout le monde? Vous êtes venu en France en 2014 dire que c'est fini avec Chekaou. Chekaou est là tous les jours avec Boko Haram. Dans tous les villages, ils terrorisent là-bas, ils t'insultent. Il faut d'abord l'arrêter. On n'est pas ici au Cameroun. Vous dites que vous allez porter plainte. Mais quand vous portez plainte, vous devenez partie civile. C'est-à-dire, il faut que vous soyez à la barre. Hein. Moi, je vous suggère, portez vite plainte. C'est ici qu'on vous attend. Puisque dès que vous venez, une fois, on vous prend, on vous met
dans le vrai Kondengui d'ici, on vous donne des plats froids et vous ne rentrerez plus. Puisque déjà, il faut qu'on vous dise tous les noms de vos régimes-là, de vos dignitaires, sont déjà répertoriés pour les atteintes aux droits de l'homme. Tôt ou tard, ils payeront. Parce que vous avez dit que vous allez juger les gens de la diaspora. Mais j'ai dit les crimes de sang qui sont commis. Les photos qui sont montrées. Vous venez à la télé pour dire que toutes ces exactions ne viennent que des sécessionnistes. Mais c'est de la malhonnêteté. Plus de 2500 morts. Et qui a provoqué cela? Puisque le 1er octobre, les anglophones, en 2006 et même en 2007, ils n'avaient que des Bibles en 2007. Ils étaient dans des églises. Et ils avaient des arbres de la paix. Quand vous avez envoyé les hélicoptères bombardés, et il y a eu 17 morts. Hier, vous avez osé dire que c'est eux qui ont pris les armes. Alors que vous êtes partis les bombarder. L'église a condamné. Et je suis surpris aujourd'hui de voir Monseigneur Toumi qui vient faire la langue de bois, qu'il est content parce que vous avez convoqué un dialogue. C'est quel dialogue? Mais c'est votre complice. Puisque Monseigneur Toumi sait très bien que cela ne va aboutir à rien du tout. Il dit qu'il va rencontrer le Premier ministre. Qu'est-ce que le Premier ministre peut décider? Si vous-même vous êtes couché, en train de ronfler avec votre voix champagnisée, en train et lui, il est là en train de vouloir vous appeler que patron, qu'est-ce que je fais? Mais quelle décision? À quoi sert ce dialogue? Puisque, je le dis bien, ce dialogue que vous allez convoquer, et dont j'ai déjà certains noms, que vous voulez que là-dedans, soit quelques opposants, dont ni John Fundi, Kawala, Cabral Libi, l'autre jeune là, voilà, et puis il y a Jean-Jacques Kindi, il y a... Voilà. Vous voulez faire un dialogue sans le leader sécessionniste qui est en prison, sans le leader de l'opposition, Maurice Kamto, et tous tes sakiriels qui sont en prison, et vous prenez un prétexte en disant que voilà, on a bien dialogué. Puisque, je le rappelle, et encore, vous allez mettre comme soutien pour mieux agrémenter le docteur Adamou Damdjoya. Tout le monde revendique déjà la paternité. C'est moi qui ai fait qu'on organise le dialogue, mais ça c'est un dialogue de sourds. Ça va donner quoi? C'est eux-là qui vont dire aux anglophones de déposer les armes. Ils iront en brousse. Là, l'armée a échoué. Vous êtes dans votre petit pandémonium, vous dites, j'appelle les gens à déposer les armes. C'est quelle histoire ça? On va organiser un dialogue sans un cessez-le-feu. Du jamais vu. Du jamais vu. Puisque j'ai dit au peuple camerounais, le dialogue de M. Biya. Je vous prends un exemple. En 1991, le 22 octobre, il envoie, lorsque il y a des villes mortes, il y a ceci et cela, pour casser ça, il dit, les Camerounais veulent la conférence nationale souveraine qui se passait dans tous les autres pays. Et il dit, bon, j'organise la tripartite. Il avait désigné qui? Un premier ministre qu'on appelait Sadou Ayatou, qui est dernièrement mort là après avoir dépensé 4 milliards du contribuable camerounais. Là, à l'hôpital, dans une clinique plutôt, à Genève. Il est mort. C'est lui qui présidait cette tripartite-là. Et dans cette tripartite, le 26 octobre, les leaders de l'opposition, parce que c'était une opposition dure, qui était coordonnée par Samuel Ebois,
qui a envoyé un mémorandum au Premier ministre pour participer au dialogue, à la tripartite. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont constaté que Sadou Ayatou, il passait des paroles à quelques zinzins parce qu'ils avaient appelé 300 personnes. J'étais au palais pour dire, venez, c'est un grand dialogue, une tripartite et tout, et les décisions qui vont sortir de là, on va les appliquer. Mais quelques temps après, l'opposition a constaté que ça n'allait pas. Ils ont décidé d'abandonner. Il faut qu'on vous dise ça. Amélie Biélé est sorti. Frundi est sorti. Le docteur Adamou Damjoya est sorti. Même Frundi est sorti. Ils ont claqué la porte avec d'autres. Mais par la suite, c'est le cardinal Toumi qui est parti convaincre non seulement le monsieur Salmon Tandemouna, qui était à la base l'un des piliers de la réunification avec John Goufochan, que essayons de convaincre l'opposition de revenir. Mais le cardinal se portait garant de dire que les résolutions et tout allaient être appliquées à la règle. C'est comme ça que l'opposition est revenue dans la salle. Le 13 novembre, il y a eu les accords de la tripartite qui ont été signés. Mais de tout ce qui a été décidé, qu'est-ce qui a donc été appliqué? Puisque quelques temps après, Biya a su qu'il a corrompu quelques gens de l'opposition. L'opposition était divisée. Et finalement, les villes mortes, il a réussi à tuer les villes mortes. Poum! Même ce qu'on avait décidé, la limitation des mandats. Mais par la suite, en 2008, Biya a détruit ça pour faire mandat illimité. Ce qui était de l'opposition dure, comme Samuel Ebois, mais Biya a tout fait pour que les Bello Bouba se dressent contre lui, organisent lors d'une assemblée générale de l'UNDP, organise un coup d'État, et c'est comme ça qu'il a perdu le trône. Et après cela, Biya a organisé une élection anticipée. Il roule tout le monde dans la farine. N'oubliez pas qu'entre le 2 avril, le 2 et le 3 avril, le cardinal Toumi était dans ce qu'ils appelaient All Anglophone Conference. C'est-à-dire la conférence de tous les anglophones qui réunissait au moins 5000 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette conférence? À l'issue de cette conférence, ils se sont dit, nous voulons le retour au fédéralisme qui nous convient mieux et qui faisait que chacun se retrouve dans son entité, dans son identité et dans sa liberté. Ils ont envoyé cela. Un an après, il n'y avait toujours rien. Et ils ont réorganisé une autre All Anglophone Conference. Mais c'est toujours resté lettre morte. Donc aujourd'hui, lorsque le même cardinal Toumi veut me faire comprendre, lui qui était le grand ami de Belinga Boutou et Paul Biya, il dit non, c'est bon, vraiment je suis content et tout, mais... Donc il croit la parole de Paul Biya. Lui qui a déjà été roulé dans la tripartite, lui qui a été roulé dans la All Anglophone Conference, lui qui a été roulé pour les assassinats des évêques, cardinal Toumi, Paul Biya a ouvert des enquêtes sur la disparition de Monseigneur Bala. Préoccupez-vous de ça. Où sont ces enquêtes? Où sont les enquêtes sur les sœurs de Djoum assassinées? Où est l'enquête sur la mort de Monseigneur Plumet? Où est l'enquête sur les 14 prêtres qui ont déjà été assassinés? Et vous dites que non, vraiment ceux qui ont commis des exactions
il ne faut pas pardonner, il faut la loi et tout et tout. Mais ceux qui ont tué les prêtres, pourquoi vous, cardinal Toumi, vous n'exigez pas la justice? C'était les anglophones. C'est les anglophones qui ont assassiné Monseigneur Bala. Hein? Hein, Toumi? C'est les anglophones qui ont tué Père Angeberben. C'est les anglophones qui sont partis tuer l'abbé Noir dans la résidence de Bellingue-Boutou aux États-Unis. Pourquoi vous n'avez jamais demandé justice? Pourquoi vous n'avez jamais demandé qu'on les punisse? L'évangile, je l'ai toujours répété, selon Monseigneur Dormant, recommande d'être du côté de la victime et non du côté du bourreau. Vous êtes alors de quel côté? Si vous n'exigez même pas l'obé-aba d'un dialogue, à savoir d'abord la neutralité. Il faut un juge. Et c'est lui qui peut juger ça. J'aurais encore compris que ce soit vous-même. Oui, je vais dire, c'est un religieux. Ou je vais dire un imam. Ou un homme de la société civile. À défaut de ça, on ne peut pas organiser un dialogue au Cameroun alors que vous-même vous savez que dans ce pays-là, il n'y a pas la liberté d'expression. Vous savez vous-même que dans ce pays-là, on n'applique pas les résolutions. Dans ce cas, vous-même, vous avez voulu organiser une conférence des anglophones. Pourquoi est-ce qu'on vous a refusé ça? Maintenant que l'État a dit, on va sortir les moyens, l'artillerie lourde, pour arroser tout le monde. Vous dites, ok, d'accord, oui, amen. Venez avec la communion, je prends. Puis, de toute façon, l'Église catholique a toujours été arrosée par le palais d'étudier. Ça, tout le monde le sait. Donc, c'est une honte. Nous ne refusons pas le dialogue, mais nous refusons la farce. Nous refusons la tromperie. Voilà le forum des anciens chefs d'État africains. Au moins là, il y aura un juge. Et ça pourra être hors du Cameroun avec l'Union africaine, l'Union européenne, peut-être quelqu'un des États-Unis, quelqu'un de la diaspora, quelqu'un de ceci, des partis politiques. Mais hors du territoire camerounais. Et là, tout le monde se sentira libre. Vous imaginez que qui viendra là-bas? Paul Biya a dit que même les gens des groupes armés. Donc vous imaginez Chef Marshall venir là, au dialogue. Et il rentre calmement. Vous imaginez que celui qui dirige les Ambabas venir là, et il va rentrer. Vous imaginez que celui qui est à la tête des ADC, de Stabac, de tout et tout et tout, puisqu'il y a au moins 10 groupes de combattants actuellement, qu'ils viendront là. C'est pas possible. Même en République centrafricaine, vous avez vu. Pour que Touadéra négocie avec les rebelles, mais ça s'est passé, ça ne s'est pas passé en République centrafricaine. Ça s'est passé en Éthiopie. Le forum des anciens chefs d'État qui a annoncé, c'est ce que Paul Biya veut court-circuiter. Il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il sait que là-bas, les décisions qui seront prises lui seront imposées. Ces décisions seront appliquées. On va lui demander cela à la communauté internationale. Il ne va pas continuer à tuer. C'est ce qu'il veut court-circuiter. Parce que ce forum est en train de se mettre sur pied. Et vous le savez très bien qu'à moult reprises, il nous a été rapporté que ce soit les Jerry Rawlings, que ce soit et tout, l'ancien président Olusegun Obasanjo, que ce soit Thabo Mbeki, ils ont essayé de joindre Paul Biya au téléphone, il ne prend pas. Parce qu'il refuse le dialogue. Vous ne pouvez
pas dialoguer avec quelqu'un alors que vous partez avec les idées. Vous commencez à dire, j'ai décidé de la former d'État. Ça restera la République du Cameroun, comme à l'époque des Français. J'ai décidé que ce sera la décentralisation et jamais le fédéralisme. Parce que c'est Alain Juppé et la France qui ont décidé. Puisque la décentralisation, dites-moi quel pays africain applique la décentralisation? Quel grand pays au monde connaît la décentralisation? C'est le système français. Puisque lui-même, il vous a bien dit, Paul Biya vous a bien dit que je suis le meilleur élève de la France. Alors, il vous dit, je viens en tant que fort. J'ai mes armes. Et celui qui n'est pas d'accord, je le tue. Force aux armes, force à la loi. Moi, Paul Biya, je suis fort. Mais l'ancien président américain, John Kennedy, disait, lorsque vous empêchez une révolution pacifique, la révolution est inévitable. C'est comme ça. Quel que soit. Vous ne pouvez pas, j'ai entendu Biya dire, dans quel pays au monde on tue les militaires, on tue les... Mais attendez. Autrement dit, on n'aurait jamais tué les soldats américains. Autrement dit, comme je le disais tantôt, on n'aurait jamais tué les soldats en Colombie, on n'aurait jamais tué à tel ou tel endroit. Donc vous vous imaginez que parce que quelqu'un a porté une tenue camouflée, il arrive chez moi, il brûle ma femme, il brûle mes enfants, il brûle ma maison, et il s'en va, je lui dis au revoir chef. Vous blaguez. C'est l'Ancien Testament ou le Nouveau? Où on dit là que quelqu'un te donne la gifle à la joue gauche, tu tends à la joue droite. Mais ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, le problème est le suivant. C'est que ce n'est plus la All Anglophone Conference. Ce n'est plus la tripartite. Là, les gens ont pris les armes. Donc d'un côté, il y a l'État camerounais qui est armé. De l'autre, il y a les sécessionnistes qui sont armés. À partir de là, vous ne pouvez pas crier victoire. Alors que le match est très serré. Alors qu'il y a des pertes humaines. Alors qu'il y a 500 000 déplacés. Alors qu'il n'y a plus d'école. Alors que les gens sont en brousse. Alors que depuis 4 ans, les enfants ne connaissent plus les bancs. Alors que les femmes se sont séparées de leur mari. Alors que le gouverneur lui-même, pour se mettre en route, il doit mettre 8 gilets par balle. Et vous dites que vous maîtrisez les choses? Mais non. C'est pour ça que je le dis. Après avoir réfléchi, il n'y a pas son discours plein d'arrogance, pas son discours plein de mépris, pas sa dureté de cœur, pas son manque d'humanisme, parce que depuis longtemps il a dit qu'on apportait l'aide aux anglophones. On a demandé la collecte jusque dans les universités, exactement comme lors du coup de cœur de la Coupe du Monde. L'argent est porté disparu. Parce qu'il est incapable de parler à ce peuple, d'y aller, d'être humble, de reconnaître les fautes parce qu'il sait qu'il est archi parfait. Ce dialogue qu'il a annoncé, puisque d'ailleurs il n'y a pas de dialogue, moi, je suis pour les Mingono. Qui est toujours voulu le dialogue? Celui-là. Je ne veux pas le monologue. Je ne peux pas accepter qu'on dialogue avec une arme à la tempe. Je ne peux pas accepter aller dialoguer avec quelqu'un qui connaît déjà les résolutions. Je ne peux pas accepter aller dialoguer avec quelqu'un qui
est en train de perdre le temps parce qu'il sait que c'est juste pour jouer contre l'ONU et contre les puissances étrangères. Je ne peux pas aller dans un dialogue où je sais que l'argent va circuler pour qu'on vienne uniquement corrompre les gens de bonne moralité et de bonne mœurs. Je ne peux pas aller dans un dialogue avec le loup. Je ne peux pas aller dans un dialogue où un vieillard croulant à la fin de ses jours a décidé d'anesthésier toute une république, tout un pays et toutes les générations futures. Et j'ai décidé que, conformément à ce que je croyais, que ce père pouvait s'assagir, je me suis rendu compte, le disait déjà Voltaire, les années ne font pas des sages, elles ne font que des vieillards. Camerounaises, Camerounais, plus que jamais rechargez vos batteries, plus que jamais remettez votre énergie. Je me suis tué depuis longtemps parce que je n'ai pas voulu attiser quoi que ce soit. Je n'attise pas de haine. Je n'attise pas le tribalisme. Je n'attise pas la guerre. Mais chaque peuple a le droit de se défendre. Chaque peuple a le droit de chasser les tyrans. Celui qui crée le problème ne peut pas les résoudre. Albert Einstein était clair là-dessus. Biya est celui qui a créé les problèmes du Cameroun. Biya ne peut plus les résoudre. Il n'a ni les capacités, ni l'honnêteté, ni les moyens, et surtout, ni la crédibilité. Il a tout perdu. Le seul dialogue qu'il peut avoir, c'est à l'étranger. Le seul dialogue qu'il peut avoir, c'est avec une entité autre que le régime camerounais qui devrait aussi venir comme toute autre partie. Et non un dialogue dirigé par M. Biya. Et c'est pour ça que je prends engagement de rester toujours dans le combat. 23 ans, c'est petit. Mandela a lutté 27 ans. Je suis prêt à le faire. Pendant 50 ans, puisque Paul Biya, lui, est éternel. Puisque Paul Biya, lui, est convaincu que son sang est rénové, réoxygéné, et qu'il a la grande vitalité, et qu'il va poursuivre tous les Camerounais, les emprisonner, qu'il va régner pour l'éternité, que le pharaon, les empereurs ne sont rien les rois devant lui, que lui, Biyanimbo de Barthélemy, de son vrai nom, Abondo, que c'est lui, c'est à lui qu'appartient le Cameroun, le règne, la gloire et la victoire. Et c'est pour ça que je dis ce soir, comme le général de Gaulle, qui lui aussi en France, on annonçait qu'on allait l'arrêter comme Biya dit qu'il va arrêter tout le monde de la diaspora. Mais le général de Gaulle est la personnalité aujourd'hui qu'on respecte beaucoup en France. Les combattants, vous qui voulez libérer le Cameroun, vous qui voulez que quelque chose change, le problème, c'est Paul Biya. Et il faut résister à toutes ces manœuvres dilatoires. Il faut rejeter son offre de corruption tous azimuts. Il faut rejeter ses guerres. Il faut rejeter sa roublardise. Il faut rejeter sa fainéantise. Il faut résister, comme le disait le général de Gaulle. La résistance est le droit qui rend les peuples libres. Je vous en remercie.